Tu veux faire la vidéo avec moi? Oui? Non, pas sûr. Et pas sûr. Hop, allez file. Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je voulais vous parler de quoi faire quand on trouve un animal, que ce soit un animal sauvage, un animal domestique, enfin domesticable, un chien errant par exemple, un chat errant, etc. Que faire, comment agir? Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que là on arrive en été, non seulement la faune sauvage va souffrir de la chaleur, et cet été on est tous d'accord pour dire que il fait particulièrement chaud, mais en plus comme chaque été malheureusement il y a beaucoup d'abandon. Il y a des gens qui partent en vacances aussi et ils ne veulent pas abandonner leurs animaux, mais leurs animaux se sauvent, se perdent, et comme ils sont dans des lieux qui leur sont totalement inconnus, ils n'arrivent pas forcément à retrouver le chemin de la maison. Du coup, comme chaque été, on a beaucoup d'animaux qui vont vagabonder. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'en ai récupéré quand même un petit paquet ces derniers temps. Et c'est vrai qu'au début je savais pas toujours trop comment agir, quoi faire. Du coup voilà, je pense que ce genre de vidéo ça pourrait quand même vous être vachement utile, parce que quand on se retrouve dans la situation, qu'on se retrouve nez à nez avec un animal qui est en détresse, des fois on sait pas toujours comment agir, alors qu'il y a un certain nombre de réflexes qui peuvent être soit vital pour l'animal, soit grandement faciliter les choses, que ce soit pour vous, pour l'animal que vous venez de trouver, ou pour le propriétaire qui cherche son animal. Du coup on va voir un petit peu ensemble tous les cas de figure pour que vous ayez une idée de comment réagir si jamais cet été vous vous retrouvez dans cette situation. Alors le cas numéro 1, c'est si jamais vous trouvez un animal domestique, n'est-ce pas? On va partir du principe que vous trouvez un chien. Bon, la première des choses à faire, ça va être de l'attraper. Mais là attention, ne tentez pas de l'attraper si vous sentez que le chien peut potentiellement devenir agressif et qu'il est potentiellement stressé et qu'il va pouvoir essayer de se défendre. Ne vous mettez jamais en danger vis-à-vis de ça, parce que si c'est un chien que vous connaissez pas, vous en savez rien. Si ça se trouve c'est un chien qui était tapé, c'est un chien qui a peur de vous, c'était un chien qui était excessivement timide, ou un chien qui a vécu des choses traumatisantes, on n'en sait jamais rien du tout. Moi le chien que j'ai trouvé la dernière fois, je le connaissais, je savais où il habitait, du coup je me suis permise d'y aller et d'aller l'approcher et de lui dire bonjour et tout, et de l'attraper. Mais faut savoir aussi qu'il y a des chiens qui sont sensibles quand on les manipule au niveau du collier, et donc dans ce cas-là, le chien peut être très gentil, mais dès que vous l'attrapez au niveau du collier, il peut être très stressé d'un coup et vous montrer les dents. Dans ces cas-là, vous ne cherchez surtout pas à l'attraper, vous cherchez surtout à le sécuriser, à le bloquer dans un coin, par exemple, un coin de rue, une impasse, un truc, voilà, pour qu'il ne se mette pas en danger par rapport à la route, ou qu'il ne mette pas en danger les autres également. Et vous appelez surtout la fourrière de votre ville. Normalement, il y a des services de fourrière qui sont un petit peu partout sur le territoire, donc là, vous n'aurez pas forcément beaucoup de mal à en trouver. Si jamais vous ne trouvez pas le numéro de la fourrière de la ville dans laquelle vous êtes, vous appelez la police, et à ce moment-là, la police elle-même se chargera de prévenir soit la brigade capture, comme on a nous à Montpellier, soit la fourrière. Si vous voyez que l'animal est tout gentil, qui se laisse approcher, qui se laisse attraper, qui a aucun problème, à ce moment-là, vous pouvez vous-même l'attraper. La première des choses, c'est du coup de l'attraper, de l'attacher, de le sécuriser, donc soit avec une laisse si vous en avez. Moi personnellement, dans mon sac à dos de balade, je me balade toujours avec une laisse supplémentaire au cas où, on sait jamais. Le plus simple, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais l'animal que vous venez de trouver a un collier avec une petite médaille avec le numéro de téléphone marqué, et tout simplement vous appelez le propriétaire. Mais ça c'est juste de la logique en fait. Si jamais il n'y a pas ça, vous pouvez vérifier si l'animal est tatoué, même si ça se fait plus trop de nos jours. Ou alors il faut voir s'il n'y a pas une puce. S'il vous plaît, les propriétaires de chiens, de chats ou d'animaux qui sortent, s'il vous plaît, pensez à pucer vos animaux. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est intrusif parce que l'animal n'a rien demandé, que c'est un corps étranger qui va rester dans le corps de l'animal, machin machin. Ça ne présente pas de danger pour sa santé et ça permet de retrouver votre animal si jamais il se barre, il s'enfuit, si jamais il a peur d'un truc, enfin on n'en sait rien, il peut se passer 10 milliards de possibilités, surtout quand vous êtes en vacances dans un lieu que vous ne connaissez pas et que votre animal ne connaît pas. Donc s'il vous plaît, pucez-les, ça permettra de les identifier beaucoup plus rapidement. Mais bref, parenthèse fermée. Pour vérifier que l'animal que vous venez de trouver est pucé, vous avez différentes possibilités. Alors, en théorie, auprès de la police, ils ont des lecteurs de puces. Ça, c'est en théorie parce que dans la réalité, ça arrive très rarement et en général, ils savent même pas comment ça marche.
Après, vous avez les services de fourrière, la brigade capture s'il y en a une dans votre ville. Eux, ils ont toujours des lecteurs de puces avec eux parce que c'est leur taf de bosser avec les animaux et c'est un peu la base. Troisièmement, les vétérinaires, ils ont toujours des lecteurs de puces. Si vous avez un vétérinaire près de là où vous êtes, vous pouvez très bien aller chez le vétérinaire. Par contre, attention, je tiens à vous prévenir, c'est au bon vouloir du vétérinaire. Si l'animal n'est pas pucé, il se peut qu'il vous demande à vous de payer la consultation. Et faut savoir que la consultation chez le vétérinaire dépend d'une part de la zone dans laquelle vous êtes, et le prix varie en fonction de ça, et deuxièmement du poids de l'animal. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans l'explication, ce qui se passe quand vous ramenez un animal en fourrière. Fourrière, SPA, voilà. Ce qui se passe, c'est que si au bout de 8 jours, il n'arrive pas à contacter le propriétaire, l'animal est remis à l'adoption. Si jamais il est en bonne santé, bien entendu. S'il n'est pas en bonne santé, il est d'abord soigné, traité, etc. Et ensuite mis à l'adoption au bout de si les 8 jours sont dépassés. Est-ce que vous, personnellement, vous avez le droit de garder chez vous un animal que vous avez trouvé? La réponse est oui, à condition que vous puissiez justifier que vous avez fait des recherches pour retrouver le propriétaire, donc un passage chez le vétérinaire par exemple pour vérifier que le chien n'est pas pucé, que le chien n'avait pas de collier sur lui, et là pour le justifier il va falloir que vous preniez des photos au moment où vous avez trouvé l'animal, que vous puissiez justifier que vous avez collé des affiches par exemple dans la ville où vous l'avez trouvé, que vous avez mis un mot sur Pet Alert, qui est un groupe sur Facebook qui est le groupe le plus connu. Et en général, si vous perdez votre animal ou si vous trouvez un animal, vous mettez un message sur Pet Alert et en général ça tourne quand même assez bien et ça permet de retrouver quand même pas mal de familles et d'animaux perdus. Il n'y a pas que Pet Alert, il y en a d'autres, mais Pet Alert c'est vraiment le plus grand, le plus connu, et c'est à lui qu'on pense en général. Et ensuite il faut que vous puissiez justifier que vous avez entrepris des recherches du porte-à-porte par exemple, pour savoir si les gens ne savent pas à qui appartient cet animal. Malgré tous les efforts que vous avez déployés, au bout de 8 jours, personne ne s'est manifesté pour essayer pour dire c'est mon animal, je le reconnais, je veux le récupérer. Eh ben à ce moment-là, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Mais légalement, il faut que vous puissiez justifier que vous avez entrepris toutes ces recherches-là. Si vous voulez le garder chez vous, vous devez également envoyer un email ou contacter, en tout cas prendre contact avec toutes les SPA, les refuges, les associations, les vétérinaires, et les vétérinaires je vais vous en parler juste après, etc. pour expliquer que vous avez trouvé cet animal. Et donc quand vous les contactez, donc il faudra donner, comme sur Pet Alert d'ailleurs, il faudra joindre une ou plusieurs photos de l'animal, s'il a des signes distinctifs, si vous arrivez à estimer à peu près son âge, le poids qu'il fait, la taille qu'il fait, s'il avait un collier par exemple mais sans médaille, à ce moment là vous vous montrez le collier, vous joignez une photo du collier. Il y a un deuxième truc auquel il faudra aussi faire très attention si vous le ramenez chez vous, c'est si vous avez déjà d'autres animaux, parce que cet animal là vous le connaissez pas, peut-être il n'est pas vacciné, peut-être il a des maladies contagieuses, peut-être il est agressif avec des congénères, peut-être il s'entend pas avec des chats si vous ramenez un chien, ou vice versa, peut-être il s'entend pas avec les autres chiens, peut-être il a peur des enfants, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de possibilités et moi je vous encourage pas forcément à faire ça. Quand vous trouvez un animal errant, le plus simple c'est quand même de le ramener en refuge. En plus, si jamais il a besoin de soins, c'est le refuge qui prendra tout en charge, et du coup vous le déposez, vous dites où vous l'avez trouvé, vous expliquez la situation et vous n'avez rien à payer. C'est le propriétaire qui va devoir régler des frais pour pouvoir récupérer son animal. De même, si vous perdez votre animal, bien entendu, vous faites aussi la même chose, un message sur Pet Alert. Vous pouvez mettre des affiches dans le périmètre, un périmètre assez élargi où vous avez perdu votre animal. Vous contactez également les vétérinaires, etc., etc. Par rapport à contacter les vétérinaires, je vous ai dit que j'allais vous en parler plus en détail parce qu'il y a des petites subtilités à savoir. Petit bémol, parce que je sais pas si c'est spécifique à Montpellier ou si c'est dans toutes les villes, mais il me semble que c'est dans toutes les villes que ça fonctionne comme ça quand il y a une clinique d'urgence. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pareil, vous savez que Sven a été très très malade pendant le mois de mai et j'ai eu très très peur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis beaucoup moins présente sur YouTube, c'est parce que du coup là je suis à peine en train de récupérer, j'ai été très stressée, j'ai eu très peur. Ça
a été très compliqué à vivre et là je suis à peine en train de récupérer un peu mon énergie. Mais ce qui se passe quand vous avez votre animal qui est malade, vous allez chez le vétérinaire et en fait ils ont un fichier qui est centralisé avec la clinique d'urgence et du coup si vous allez chez votre vétérinaire un samedi et que vous avez besoin d'y retourner le dimanche ou que vous avez des questions à poser à votre vétérinaire le dimanche et que votre vétérinaire est fermé le dimanche ou alors que c'est le soir très tard, etc. Vous appelez la clinique d'urgence et en fait eux ils ont moyen de récupérer le fichier centralisé de votre animal et là ils ont accès à tous les antécédents médicaux, ils ont accès à la situation de votre animal, les symptômes qui ont été notés, les traitements qui ont déjà été mis en place, etc. etc. Et ça permet de donner, de vous aider au mieux. Voilà, moi j'ai appris ça du coup là le mois dernier quand Sven a été très malade. Alors rassurez-vous, il va beaucoup mieux depuis, même s'il a fait 2 rechutes et que du coup ça a été assez compliqué à vivre. Du coup ça m'a permis quand même d'apprendre ça. Donc si jamais vous voulez pas vous embêter à écrire à tous les vétérinaires, ce que vous pouvez faire c'est contacter directement la clinique d'urgence et à ce moment-là, eux ils feront tourner l'info à tous les vétérinaires via le fichier centralisé. Il y a un dernier truc aussi, si vous choisissez d'aller chez le vétérinaire, sachez qu'il y a beaucoup de chiens qui ont peur du vétérinaire. Et à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est museler le chien pour éviter tout risque. D'une part parce que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas à quel point il a peur du vétérinaire. Il y en a qui sont vraiment terrorisés par le vétérinaire et je n'exagère pas. S'il est blessé, en fait, par douleur, les humains pour évacuer la douleur, ils pleurent. Et les chiens, pour évacuer la douleur, ils mordent. Donc si vous trouvez l'animal et qu'il est blessé, le premier truc à faire, si jamais il se laisse approcher, c'est de faire soit de le museler si vous avez une muselière à sa taille sur vous, ce qui arrive quand même relativement rarement, on va pas se mentir, soit de faire simplement un lien. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, avec un lacet. Moi, je vais vous montrer avec un câble USB-C, mais ça fonctionne avec à peu près n'importe quoi, une sangle, une ficelle, voilà. Alors, si vous avez un câble qui est très fin, vous faites 2 tours autour du nez du chien. Si c'est un truc qui est un petit peu épais et que ce sera quand même relativement confortable, vous ne faites qu'un seul tour, ça suffit amplement. Vous faites une petite boucle, vous faites un premier nœud, et au lieu de serrer ce premier nœud, vous repassez une seconde fois à l'intérieur de la boucle pour faire une espèce de torsade autour de la boucle. Vous mettez le nez du chien à l'intérieur et vous serrez. Et à ce moment-là, le chien va se retrouver avec le nez, hop, impossible d'ouvrir la gueule. Alors, je vais le faire à la taille de ma main. Voilà. Impossible pour lui d'ouvrir la gueule et donc de vous pincer. Et donc, impossible de vous blesser, même si vous essayez de le porter alors qu'il a très mal, etc. Ce que vous pouvez faire si votre ficelle est suffisamment longue, c'est également, hop, donc là vous mettez le nez du chien, vous le passez derrière et vous faites un nœud derrière pour éviter qu'il se l'enlève en frottant avec sa patte par exemple. Voilà, ça c'est le tuto muselière express quand on n'a rien sous la main. Vous pouvez le faire encore une fois avec un lacet, une ceinture, bref, avec un petit peu ce que vous voulez. Deuxième cas de figure, vous trouvez un animal qui n'est pas domestiqué. Vous trouvez un oisillon de pigeon par exemple, vous trouvez un hérisson, vous trouvez un faon. Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais on va prendre ces 3 cas de figure là. La première chose à faire, c'est de vérifier si l'animal est réellement en détresse. Je m'explique. Alors, il arrive fréquemment chez les oiseaux notamment que le petit tombe du nid et que les parents continuent de s'en occuper même si le petit n'est plus dans son nid. La meilleure des choses à faire, c'est d'appeler la LPO. C'est la Ligue de protection des oiseaux et à ce moment-là, selon l'environnement, selon l'âge de l'oiseau, selon son état de santé aussi, la LPO pourra vous aiguiller sur quoi faire. Mais ça c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de l'âge de l'oiseau, ça dépend de son état de santé et n'étant pas experte en oiseaux, je ne peux absolument pas vous dire comment est-ce qu'on repère qu'un oiseau est malade. Alors, deuxième cas de figure, le hérisson, et je ne l'ai pas pris au hasard parce que les hérissons sont une espèce protégée en France, il faut le savoir. Ça inclut plusieurs choses, ça inclut par exemple que c'est interdit de détenir un hérisson chez soi. Si vous avez des hérissons qui vivent naturellement dans votre jardin, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous les ramenez chez vous, que vous les mettez en cage ou que vous décidez de les adopter comme un animal domestique, comme on ferait avec un cochon d'Inde ou un lapin, etc., ça par contre c'est illégal, il faut le savoir. Donc quand vous trouvez un animal sauvage qui est en détresse, l'une des premières questions à vous poser c'est est-ce qu'il est protégé? S'il est protégé, par contre, vous avez aussi des associations qui sont spécialisées et qui pourront vous aiguiller sur la marche à suivre
pour pouvoir l'aider. Vous cherchez simplement association protection de tel animal et normalement sur Google vous trouvez assez facilement. Là encore, je ne peux pas vous donner exactement la marche à suivre pour pouvoir venir en aide à un hérisson parce que c'est vraiment au cas par cas. De manière extrêmement ponctuelle, vous pouvez avoir une dérogation de la part d'une association pour garder l'animal chez vous pendant 2-3 jours, le temps qu'il s'en remette. Mais c'est à titre extrêmement exceptionnel et c'est uniquement les associations qui auront le droit de vous dire on vous autorise à le garder chez vous pour le soigner. Mais ça c'est assez rare et ça veut absolument pas dire que vous avez le droit de le garder pour vous ad vitam aeternam. Quand vous trouvez un animal sauvage, il y a un deuxième truc auquel il faut faire attention, outre le fait qu'il soit protégé, c'est le fait que les animaux sauvages ils sont souvent pleins de maladies et plein de tiques et plein de puces, et là c'est comme quand vous voulez ramener un chien errant chez vous, si vous avez déjà d'autres animaux, il faut faire extrêmement attention à ça, extrêmement attention aux maladies parce que ça peut aller très vite et vous n'avez aucune idée de quelle maladie peut vous ramener chez vous et que si vous ne savez pas et que votre animal l'attrape, votre animal peut en mourir. Il y a un autre truc qu'on néglige aussi beaucoup, auquel il faut faire extrêmement attention, c'est l'imprégnation. L'imprégnation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement vous trouvez un renard et vous commencez à tisser des liens avec lui, vous le récupérez, vous le soignez, vous vous en occupez, mais sauf que vous le manipulez comme si c'était un chaton. C'est-à-dire que vous lui faites des câlins, vous lui faites des caresses à longueur de temps. Bref, vous lui apprenez que les humains c'est très gentil et qu'il n'y a aucun problème. Le problème c'est que quand vous allez le relâcher dans la nature quelques jours plus tard, eh ben il va se dire ok les humains ils sont tous gentils et je suis désolée, vous êtes peut-être très sympa, mais sur Terre il y a aussi beaucoup de timbrés dans leur tête. Si vous le gardez chez vous, il faut le laisser tranquille le plus possible. S'il se montre agressif avec vous parce qu'il a peur de vous, c'est très bien. Je sais que ça fait mal au cœur, et moi la première, parce que j'adore être extrêmement fusionnelle avec tous mes animaux, mais s'il se montre agressif avec vous, c'est qu'il a compris que c'était un animal sauvage. Et le but d'un animal sauvage, c'est de se comporter comme un sauvage. Donc il faut surtout pas lui apprendre que les humains, c'est gentil. Si vous trouvez un bébé, normalement, vous ne pourrez pas le garder chez vous. Si c'est un bébé renard, un bébé hérisson, parce que si c'est un bébé, en fait, il va être domestiqué. Vous pourrez pas le relâcher dans la faune sauvage une fois qu'il sera adulte parce que tout simplement il saura pas vivre comme un animal sauvage, il saura pas chasser, il saura pas se débrouiller. Pour ça Rox et Rookie ils ont fait un petit peu de mal quand même à la faune sauvage parce que si vous trouvez un renard vous pouvez pas le faire vivre chez vous pendant toute son enfance et son adolescence et le balancer dans la forêt comme ça du jour au lendemain et le laisser tranquille. Il saura pas se débrouiller, ça marche que dans les Disney ça. Troisième cas de figure, à présent vous trouvez un faon. Certains animaux, comme les bébés biches, les bébés cerfs, les lapins notamment, n'ont pas d'odeur. Ils n'ont pas d'odeur corporelle, ils ne transpirent jamais. Et de ce fait, si vous les touchez, ils vont sentir l'humain. Alors déjà, ils seront beaucoup plus repérables par rapport aux prédateurs. Et de deux, sa mère ne le reconnaîtra pas. Parce qu'il aura une odeur, alors quand son petit n'est pas censé avoir d'odeur. Là pour le coup, ce qui n'est pas vrai pour les oiseaux est complètement vrai pour certains autres animaux. Donc si vous trouvez un bébé faon qui s'est perdu, qui atterrit dans votre jardin ou je sais pas quoi, le mieux c'est d'aller le remettre dans la forêt, mais là vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc vous pourrez par exemple le pousser avec, je sais pas, le pousser gentiment avec un bâton pour le raccompagner ou avec un carton. Mais du coup quand vous trouvez un animal sauvage, la situation peut devenir excessivement compliquée en fonction de la situation. Donc moi je vous encourage vraiment, avant de faire quoi que ce soit, avant de le toucher, avant d'intervenir, d'appeler une association de protection des animaux ou d'appeler une association de protection de l'animal en question si jamais il y en a une. C'est eux qui sauront mieux vous répondre au cas par cas. Bien entendu, s'il est sur la route par exemple et qu'il ne veut pas bouger, et vous sécurisez, vous coupez la circulation, vous sécurisez. Vous pouvez aussi appeler la police pour qu'ils viennent vous aider à gérer la chose, évidemment, il ne faut pas créer de suraccident. Il faut savoir aussi que les vétérinaires ne sont pas habilités à recueillir des animaux sauvages au sein de leur clinique. Donc si vous trouvez un bébé hérisson, ça ne sert à rien de l'amener à la clinique vétérinaire. Le vétérinaire n'aura pas le droit de le prendre en charge. Un vétérinaire aura le droit de prendre en charge une espèce qui est domesticable, par exemple les pigeons. Ils ont le droit de prendre en charge les pigeons. À ce moment-là, c'est vous qui devrez régler les frais, par contre. Et après, selon la certification de votre vétérinaire, ils n'auront pas non plus le droit de prendre en charge les animaux de la ferme, par exemple.
Donc si vous trouvez une biquette par exemple, téléphonez d'abord au vétérinaire pour lui demander s'il l'acceptera, parce qu'il y a certains vétérinaires qui vous diront pas possible, on n'est pas habilité à faire ça, on n'a pas la certification animaux de la ferme, on ne peut pas la prendre en charge. C'est pareil pour les poules, les canards, les oies, etc. Il y a certains autres animaux qui sont trop gros pour se rendre chez le vétérinaire, les vaches, les chevaux. À ce moment-là, c'est un vétérinaire qui vient à domicile, et là c'est pareil, c'est pas le même tarif. Donc si l'animal n'est pas pucé, identifiable, identifié, sachez que ce sera à vous de régler les frais vétérinaires. Vous appelez une association de protection des chevaux, voilà, une association locale. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, sur ce, écoutez, pour ceux qui partent en vacances ou qui y sont déjà, je vous souhaite des très bonnes vacances. Pour ceux comme moi qui ne vont pas forcément partir en vacances, moi je crois que je vais rester dans le coin et je vais me prendre des moments de pause et c'est tout. Je vous souhaite quand même de profiter de votre été et de la chaleur, même si en ce moment il fait un petit peu trop chaud. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, faites ce qu'il faut pour pas les perdre ou les retrouver facilement si jamais ils sont perdus, et n'oubliez pas que adopter un animal c'est une responsabilité qu'il va falloir garder toute la vie de votre animal, et pas simplement pendant l'hiver et faire dégager l'animal l'été parce qu'on sait pas comment le faire garder pour les vacances. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et bien entendu, prenez soin de vous.